Bonjour et bienvenue dans le Trading Point, l'émission qui vous simplifie le monde des crypto-monnaies. Aujourd'hui, on se retrouve donc tous ensemble avec Louise, Baptiste, Jean-Luc et Phil, donc toute votre équipe au complet pour une fois. Et notre invité de ce soir qui sera David Princet, donc c'est lycéo-stratégiste de l'émission. Je pense que vous avez déjà pu le voir venir quelques fois. Euh, David, peut-être présente-toi un petit peu pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Oui, alors bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, ça fait plaisir de revenir. J'ai travaillé enfin, j'ai créé le club français des crypto-monnaies avec notamment Baptiste, qu'on anime un peu au quotidien. En parallèle, j'ai aidé pas mal de projets de blockchain à se lancer dans leur étape de pré et de post-ICO. Donc, certaines ICO a été une étape et on a franchi, on va dire, cette courte fenêtre Lesquels, par de exemple? mois qui nous a été accordée. J'ai pas mal aidé Napoléonix, Block, Monarch, Talao, euh, voilà. Je Oui, m'en donc donne d'autres. des startups qui sont quand Voilà. même assez reconnues dans le monde français aujourd'hui. Voilà, enfin, j'ai pas envie de t'en oublier, quoi. Donc, enfin, il y en a pas mal. Mais voilà, ce qui leur a permis de lancer leur premier round de financement. Et en plus, après, sur les conceptions de produits, etc., je suis pas loin de ces univers. Et toujours dans cette mission d'éducation de la blockchain, quand même, aux masses, de ne pas faire d'erreur quand on y rentre, et de ne pas faire n'importe quoi, et de prendre ça pour soi. Eh bien écoute, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu dans le grand débat de tout ça. Le grand débat qui sera un petit peu tourné vers ICO et surtout STO. Je pense qu'on a beaucoup de choses à dire dessus. Tu nous feras aussi un petit point du CES, c'est bien ça? Ouais, écoute, avec plaisir, hein, si vous en avez des questions, en tout cas. Ah bah carrément, déjà qu'est-ce qui s'est passé niveau blockchain, enfin on verra ça tout à l'heure. Bah, on commence tout de suite avec le petit point marché de Phil et Jean-Luc. Et puis juste après on fera les news de Louise. Apparemment on a quelques petits trucs bien croustillants si j'ai compris, c'est ça? Oui. Nice. Eh bah allez, Jean-Luc, Phil, qu'est-ce que vous avez à nous dire de ce marché? Cette petite correction haussière, qu'est-ce qu'on a à en dire Une, dessus? une pichenette. Cette pichenette haussière, ouais. Une pichenette. Il y a un élément intéressant, tu permets, Phil, je prends la parole. Ah oui, Euh, carrément, je te laisse démarrer. Merci, c'est sympa. Euh, il y a un truc intéressant qu'on peut essayer de faire, c'est que sur ce départ, on pourrait éventuellement, pour des chartistes, considérer qu'il y a une possibilité de faire un flag et un drapeau de continuation. Et on remarque quelque chose d'intéressant, c'est que le comportement du BTC et de l'Ethereum sont un peu différents en 4 heures. On voit que l'Ethereum serait plus prompt, c'est-à-dire que les bulles seraient plus prompts à travailler cette figure de continuation, c'est-à-dire comme un petit flag haussier, on va dire. Par contre, le BTC, lui, en 4 heures, est plus faible, c'est-à-dire que lui, il n'est pas prompt à travailler le scénario haussier, ou en tout cas moins prompt. Donc, pour ma part, je serais plutôt acheteur sur l'Ethereum, avec une petite possibilité d'aller chercher en continuation la zone des 133 $, et plutôt après une possibilité aussi de faire un short plutôt sur le BTC. Donc ma préférence plutôt irait sur un achat Ethereum plutôt que sur le BTC. Il se présente un peu mieux, selon mon goût, une continuation de type drapeau. Tu le Voilà, sens voilà. potentiellement plus poussif, c'est ça? Et plus bulle que l'Ethereum, que le BTC. On a fait un petit graphe sur analyse technique et on voit bien cette différence en 4 heures. L'Ethereum a refait un plus haut, il a cassé un plus haut, et le BTC a eu du mal à aller chercher un plus haut, il n'a pas cassé. Donc en 4 heures, l'Ethereum tient le train d'haussier, on va dire, alors que le BTC, lui, ne le tient pas du tout. Donc préférence achat Ethereum contre tendance. Et si jamais on venait à invalider cette figure de continuation, eh ben possibilité de travailler short plutôt sur le BTC un peu plus tard. Donc, mais dans un premier temps, plutôt favorable à une continuation de type flag sur l'Ethereum. Voilà. Bon, ça me paraît pas. Phil, quelque chose à rajouter? Ouais, moi 4 heures me paraît aussi pas mal comme time frame on va dire,
comprendre un peu le truc et on va dire donner des bornes entre guillemets. Et pour moi, ça suit une structure typique de consolidation en flat, hein, c'est-à-dire tout le monde pense que c'est bear parce qu'il y a une impulsion baissière à la fin, c'est-à-dire celle qui a démarré enfin mi-janvier là, celle qui est en gros le sommet qu'on a eu, hein, qu'on a fait à 167, un truc comme ça. Je parle d'Ethereum, hein, toujours, moi Bitcoin je m'en fous. Et, en gros voilà, le problème c'est que du coup ça fait impulsion baissière, donc ça fait parler les bears forcément, mais la réalité c'est que on s'épuise, la tendance s'épuise et forcément on crée un support plus haut que le précédent et généralement ça veut dire qu'on va aller arracher le sommet et normalement partir tranquille au-dessus sans pour aller toucher les étoiles non plus. Mais normalement, voilà, techniquement parlant, ce genre de structure, ça casse le sommet derrière. Faut réussir à passer les 132 maintenant. Le premier niveau, on en avait parlé la semaine dernière, c'est les 114. Il fallait déborder en clôture, daily et hebdo. Ces deux cases, elles sont cochées. Donc maintenant, on passe au suivant. Moi, c'est déborder 133 pour aller chercher 167, qui aura très peu de chances de résister. Et très sincèrement, derrière, 260, 280 sur les terres. Et là, par contre, il ne faut pas hésiter à encaisser au moins des partiels sur les trades spéculatifs. Et buy and hold, on s'en fout. Hein, c'est pas un Enfin, des objectif bonnes buy and hold. nouvelles. Attends, en même temps, moi je suis désolé, c'est pas que je cherchais absolument à te parler d'une bonne nouvelle aujourd'hui, mais c'est une bonne nouvelle. C'était un plan dont on a parlé déjà depuis la semaine dernière. Je te dis, pour que ce soit positif, il faut qu'il y ait ça et ça qui se passe. Ça se passe, et je vais pas changer mon fusil d'épaule et te dire ah mais non ça monte pas assez vite. J'ai pas dit le contraire. Moi, je suis juste content de voir enfin, comme disait Jean-Luc, des petites pichenettes haussières. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir après Moi là honnêtement, plus d'un statistiquement an et parlant, quand demi. j'ai ça devant les yeux, je target tout de suite la résistance suivante et pour moi c'est les objectifs FIBO au-dessus, c'est-à-dire la zone 260-280 en excès, hein, c'est-à-dire qu'il faudra mettre des limites pour avoir ces prix-là parce que sinon ça va pas tenir longtemps. On les tradera probablement que quelques secondes ou minutes ces prix-là. Voilà. Au Mais c'est un peu moins, tout ce c'est que j'ai à dit. dire. Moi en termes de statistiques ici, on peut pas encore mettre de stop sous le bottom. Pour ça, il faut déborder les 130. Avec des clôtures, même chose, clôture daily et hebdo pour pouvoir avoir ça. Mais moi, techniquement parlant, j'ai que des éléments en faveur de schéma haussier. Je parle de technique anticipative, hein, c'est comme d'hab, c'est risqué, donc il ne faut pas faire ça en mettant toute la maison dessus. Mais statistiquement parlant, ce que j'ai en face de moi, ça produit des résultats aussi. Ce que tu viens de dire, on en rigole, mais il y a des Américains, même des Français, il me semble, j'ai pas entendu l'histoire, mais j'imagine, des Américains à l'époque qui ont tout misé sur le Bitcoin, quand il était aux alentours des 18-20K. Je me demande ce que ça devient aujourd'hui. Enfin bref. C'est l'art de détruire son capital. C'est comme les mecs qui L'art de misent tout détruire sur sa vie. il faut acheter plein d'or parce qu'il va y avoir une crise. Oui, c'est bien, mais si l'or du coup il monte pas pour plein d'autres raisons, pire, qui se met à tomber, tu flingues 20% de ton capital en peu de temps. Et puis crypto, on parle même pas de 20%, quoi. Mais, Ah bah 20%, c'est un mouvement moyen pour, comment dire, En en termes de crypto, volat. on est moins honnête qu'à la bourse, hein. On te prend direct 80% de ton capital en un coup. T'as pas vu. Et puis c'est fini. Bah, c'est vite fait, et puis au moins, soit tu deviens très riche, soit tu te fais ruiner en 2-2. Au moins ça c'est fait. En petit point trading, est-ce que vous avez vu aussi Litecoin, ce qui s'est passé? Il est quand même passé de à peu près $30 à $45. Il a pris un plus 50% en 3 jours. Et il est remonté justement en classement de market cap. Il est passé 4. Et aucune info fondamentale par rapport à ça. Donc c'est info comme ça qui tombe de nulle part, mais c'est un peu inattendu. On revient à oui, des... mais ça montre le C'est market Charlie making du Lee, marché. c'est Charlie Les Lee, mecs le qui grand tracent. prophète, qui a dit qu'il fallait racheter du Bitcoin. Non, mais c'est que dalle. Arrêtez avec ça, franchement, les mecs, de justifier les mouvements qui se sont produits parce qu'il y a eu une news ou tel machin. Les news, elles arrivent toujours après. La réalité, c'est que ces marchés, ils sont robotisés et quand ça accélère fort sur un truc, t'as plein de robots qui arrivent et qui écrasent complètement les carnets qui sont pas franchement très remplis. Donc forcément, ça peut donner des mouvements, mais complètement cons. Et en fait, quand tu vois le mouvement, tu te dis qu'est-ce qui s'est passé et tu vas chercher la news. Et en fait, tu justifies un truc sur une news qui va toujours tomber après coup. Et c'est juste des robots qui s'emballent. Ils voient qu'il y a un mouvement, qu'il y a du momentum. Dire aujourd'hui, la stratégie de trading la plus tradée par les robots, c'est le momentum trading. C'est-à-dire qu'on leur demande absolument pas de rationaliser les mouvements, on leur demande pas de news. Ils ne suivent que les mouvements de prix brutaux dans des carnets d'ordre assez faibles. C'est-à-dire en gros, ils rentrent avec ce qu'ils peuvent rentrer dans le carnet, ils récupèrent très vite et c'est eux-mêmes qui auto-alimentent un mouvement stupide. Et derrière,
En gros, une fois qu'ils ont fait le boulot, ces trucs-là, à poser les prix sur des niveaux complètement débiles, c'est là où la rationalité revient. Le sell de news, qui fait que toi, tu as la news qui arrive, tu te dis oh putain, c'est fantastique, t'achètes, et bim, c'est le moment où les robots ont déjà tout tiré, mais eux, ils savent même pas pourquoi. Et c'est ça qui est fou. C'est que après, tu as les mecs qui justifient, et quand la news est justifiée, bah, c'est le moment où ça vend, parce que les robots sont plus là pour acheter, les prix sont déjà débiles. Et derrière, on consolide la news pendant 2 mois parce qu'il y a des robots débiles qui se sont achetés les uns après les autres dans un contexte faiblement liquide. En fait, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut acheter les cryptos en mode buy and hold parce qu'en fait, le moment où ça monte, ces conneries-là, ça monte de façon débile et les news viennent après. Ripple, c'était la même chose. Tout le monde se demandait pourquoi ça avait pris je sais pas combien en quelques temps, mais c'était la même chose. Tu avais les news après, ça chutait au moment où les news sortaient. C'est complètement con en fait de pas. Ces trucs-là, tu les achètes avant et t'espères que ça va pumper et que les débiles vont acheter. Si jamais on a un petit outil sympa pour faire ce genre de choses, bon, faut bien s'y prendre à l'avance aussi, comme Phil l'a dit. Mais c'est CoinMarketCal. Des fois, il y a certaines news plus importantes que d'autres, hein, forcément, faut faire un tri, mais qui sortent entre guillemets un mois à l'avance et les gens ne pensent pas forcément à les voir. Des fois, ça peut être sympa. Je me souviens par exemple pour le fork je crois que c'était, je sais plus, je crois que c'était Ethereum classique qui faisait un fork. Enfin, c'est pas un fork directement, mais en gros, il y avait un espèce de airdrop qui était fait pour le Callisto. Enfin, c'est un coin à 2 balles, hein, je précise. Et Le, ah, le fork, David, le fork du Bitcoin Private, si tu t'en rappelles, avec des decks classiques. Non, on avait eu des infos avec David à l'époque sur le Z classique et c'était rigolo. C'était, il faut faire gaffe aussi aux news parce que t'as beaucoup qui se disent ouais, il y a une super news qui va tomber dans 3 jours, il y aura un fork. Tout le monde achète et comme dit Finn, hein, les gens achètent stupidement et en fait ils se font ah, rincer à la fin, quoi. en, Le Z en- classique en était monté crypto, jusqu'à 200 $ et là l'équivalent il doit être à 7-8 $. Donc les gens ils se sont fait rincer. ah bah, en crypto, buy the rumor, sell the news n'a jamais été aussi vrai. En fait, il faut même vendre avant que la potentielle news incroyable sorte. Mais non, c'est encore pire que ça, nom de Dieu. Il ne faut rien avoir à foutre des news. C'est pas j'achète ou je vends la news. C'est la news, on s'en bat les couilles. Il faut avoir une stratégie de trading. La news, c'est un catalyseur qui va juste faire en sorte que les choses vont se passer plus vite et plus connes. Et qu'elles vont aller plus loin juste parce que le catalyseur va destroy les carnets d'ordre. Mais sinon, le trading de news, sors-moi un mec sur Terre qui gagne de l'argent avec un trading de news et qui n'est pas un insider, moi j'en connais pas. Par contre, des mecs qui se sont grillés les ailes à jouer à ces conneries-là, j'en connais pas mal. Donc, le truc, tu joues pas avec ces trucs-là. Encore moins sur les cryptos, c'est illiquide comme marché. Ça peut te décaler 70% sur rien, sur du vent. Donc, c'est Ben, quand même dingue. je Tu peux te feras jamais ça ressortir, sur un marché action, je quoi. peux te ressortir Donc, un exemple concret. Je l'ai fait à l'époque où j'ai des collègues qui l'ont fait aussi, mais eux ils se sont pris malheureusement un petit peu tard. Je crois que c'était le Nexus ou une crypto comme ça. Il y allait avoir un fork dessus et du coup on allait recevoir l'équivalent. Enfin c'était un fork un peu à la manière airdrop, hein. Attention, c'est pas vraiment un réel fork. Euh, Ça a monté, 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 et au moment où il y a eu justement entre guillemets du coup split de la chaîne pour avoir toutes les autres, enfin pour recevoir ces tokens, à ce moment précis, tu vois un mur, un mur baissier. La ligne, enfin toutes les bougies, c'est rouge, 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 mais rouge, ça valait plus de 3000 Satoshi ou 3300 je crois, et c'est descendu presque en instantané sur quelques heures à même pas 700 avant forcément de remonter un petit peu parce que c'était le gros dip, mais bah si c'est du trading c'est ce que purement je te de news. disais, c'est ce que je te disais avant. Ben, D'une moi, je part, rejoins Phil. Phil, je te rejoins moi sur un j'appelle. truc. C'est que, effectivement, les news sont intéressantes pour découvrir des projets que tu ne connais pas. Comme dit Quentin, parce que tu as des projets qui peuvent être intéressants qui apparaissent avec ces modèles de sites-là. Mais par contre, et aussi, ça marche qu'en marché haussier. Parce que les pumps en crypto, comme tu dis, c'est du illiquide. Et ça pump et ça dump comme de rien. Mais par contre, il faut faire hyper attention, avoir une vraie stratégie de trading derrière tout ça, d'instant que tu veux acheter des cryptos, surtout aujourd'hui, quoi. Bah oui, moi en fait, je te dis vraiment le plus gros exemple, c'était ce coup de Ripple, tu vois, où je te dis au dernier moment, tu es Ah, là, tu le un dis mec te dit, attends, mais avec un vachement bel ça vaut accent. 75.
Et là, tu fais, attends, 75? Ah ouais, bon, bah vas-y, c'est bon, je vais revendre direct. Mais en fait, c'était dans le cadre d'une stratégie de trading, en fait, bon, qui s'était pas très bien passé à la base, mais pour d'autres raisons. Et le truc, c'était de dire, voilà, en fait, ces trucs-là, tu peux en profiter que si tu es avant, et qu'en fait, tu as une stratégie de trading qui n'avait pas du tout prévu ce truc-là, mais ça se produit, et du coup, tu réagis, c'est-à-dire tu étais dans un trading de réaction, mais dans un trading de réaction positive. Tu encaisses un gain par réaction. Par contre, prendre une stratégie de trading sur un trading réactif, ça c'est juste mais complètement con. Il vaut mieux dans ce cas-là même ne rien faire. C'est-à-dire même si tu avais prévu d'acheter et que tu n'as pas acheté et que tu te rends compte que ça boom et que tu n'es pas du tout sur la zone de prix que tu comptais acheter à la base, mais 10-15% plus haut, si tu te dis ah putain merde, allez tant pis, c'est ce que j'avais prévu, boum, je rentre. Ah bah, il va t'arriver quoi, honnêtement? Une Des fois sur deux, bricoles. ça va marcher. Non, non, mais une fois sur deux, ça va marcher, mais déjà tu vas plomber complètement ton risque ratio-rendement, parce que rentrer 15% plus haut sur un trade, ça détruit complètement le risque ratio-rendement que tu avais prévu dans ton scénario. Et pire que ça, une fois sur deux, ça va repartir dans l'autre sens. Du coup, tu vas te dire ah putain, je me suis fait baiser, tu vas déclencher un stop loss, ou pire, tu vas renforcer. N'importe quoi. En gros, tu vas te mettre à faire de la merde parce que tu n'avais pas prévu de faire ça et tu vas changer de route. La Ça me plupart du rappelle temps, les quand tu premières fois où changes j'ai de tradé. route, il faut tout simplement ne rien faire, putain. C'est juste parce que l'erreur qui est à la base de ça, c'est pas de courir après les prix. C'est juste que si vous êtes concentré sur un actif, et c'est l'erreur. Tu rates un truc sur un actif, bah des millions d'actifs sont tradables, et putain, qu'est-ce que tu fous à t'acharner sur celui-là et à vouloir courir après parce que tu avais construit ton scénario, ça devait se passer, ça se produit pas exactement comme prévu, et tu sors du scénario. Alors qu'il faut surtout jamais faire ça. Toujours se tenir à sa stratégie. Mais du coup, je vous parlais tout à l'heure soit de piqûres de rappel, soit de conseils pour commencer à trader de façon propre. Je pense qu'on peut ressortir un gros là tout de suite. Se tenir, déjà élaborer une stratégie de trade, avoir un œil plus ou moins partout et se tenir à son plan de trade. Sauf si vraiment élément exceptionnel, mais c'est pas très courant non plus. Jean-Luc, toi, un petit mot à dire par rapport au plan de trade? Comment toi tu l'as élaboré ton plan de trade? Comment Ce tu qui est l'as vu intéressant changer aussi? avec le trading, c'est que le trading, en fait, c'est le chaos. Donc, il y a 50 000 méthodes, il y a 50 000 traders, il y a des capitalisés, non capitalisés, il y a des robots, enfin, il y a des millions de possibilités. Et en fait, la seule possibilité, la seule stabilité qui est possible sur le marché, c'est le trader et son plan de trade. Ça veut dire que si tu rentres sous des conditions, même en perdant, et que tu acceptes les conditions de perte parce que c'est toi qui les as définies, c'est un bon trade. C'est ça qui est intéressant avec le trading. Donc, quoi que l'on fasse sur les marchés, du moment qu'on a défini ses pertes, on a défini ses objectifs et que l'on maîtrise tout ce que l'on a décidé de faire, c'est un bon job, même s'il y a une perte derrière. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et donc, sur le marché, chaque fois qu'on y vient, ce qui est intéressant, c'est prendre sa perte si on l'a définie, encaisser un gain si on l'a défini. Après, il peut y avoir des moments de freestyle où, par exemple, on avait défini des sorties, le marché est généreux, il donne beaucoup plus que d'habitude. Bon, ben là, c'est des journées de cerise sur le gâteau, il n'y en a pas souvent. Mais quand il y en a, tant qu'à faire, si on peut tenir le trade un peu plus et laisser courir les gains, c'est bien. Mais la seule stratégie possible, c'est gérer sa perte, gérer son risque, et c'est tout. C'est super simple, en fait. Et c'est facile après. Mais c'est sûr que si on met plein pot, levier à donf et qu'on gère, on prend pas les pertes ni les gains, on est en mode girouette et on fait que perdre. Au bout d'un moment, Mais c'est ça assez simple, pique. hein, c'est assez simple le trading en fait. Parce que les supports résistants, il y en a de partout. Des niveaux où ils vont arrêter les cours, il y en a de partout. Des stratégies, il y en a plein. Des indicateurs, tu en as des milliers. Des façons de trader, il y en a des centaines. Le nuage, les bandes, les machins, enfin, il y en a 50 000 de stratégies. Le seul truc que tu puisses faire, c'est que si tu rentres sur le marché avec un cadre, comme dit Phil, avec un cadre technique, c'est impeccable. Il n'y a pas de souci, c'est pas compliqué. Sauf que souvent, on veut gagner vite, on veut envoyer tout sur le rouge, on veut faire tapis et on veut être demain en lambeau crypto et on veut refaire le monde rapidement, quoi. Et ça te demande quand même un petit peu d'apprentissage de trading. L'apprentissage, c'est le stress au début de l'engagement de l'argent, c'est tenir les positions, même quand elles sont gagnantes, lâcher la position quand elle est perdante, parce Bah, qu'entre guillemets, il faut assumer, ce qui est et intéressant, établir des garde-fous, mettre des garde-fous, hmm, trouver des garde-fous, par exemple.
Bah, ce qui est Trois trades perdants, par exemple, on coupe la boutique. On peut faire des trucs comme ça, des trucs sympathiques. Trois trades perdants, on ferme. Plusieurs pertes successives, on ferme. Si on est fatigué, bah, il vaut mieux pas trader, on va se reposer. Si on arrive et qu'on... Parce que, qu'est-ce qui se passe quand on ouvre les cours, en fait? On veut y être. On veut de suite y être. C'est ça. Hein. Tu allumes les cours, j'y veux, je veux, je veux. Tu as une bougie verte qui monte, tu sais même pas ce que c'est, tu vas acheter. Et tu as une bougie rouge qui baisse, tu sais même pas ce que c'est, tu veux vendre. En plus, si tu regardes le 1 minute ou le 5 minutes, tu vas te mettre en mode ping-pong, tu sais pas où tu en es. Et on fait un peu n'importe quoi. Mais à part ça, si on met des cadres et qu'on s'y tient, il n'y a pas de grande difficulté. Franchement, si je peux me c'est permettre un abordable. commentaire vis-à-vis de tout ça, coupez-moi si je me trompe, hein, mais au final, dans le trading, le job le plus dur qui va être à fournir, ça va être un travail sur soi. C'est bien Ouais, c'est ça. clair. Ouais. C'est Je cool. sais. Hein. Ouais, Forcément, il y a à apprendre certaines théories basiques, tout ça. Tiens, d'ailleurs, David, tu t'es remis à trader un petit peu ou t'as vraiment laissé ça de côté depuis ces derniers temps? Ah non, moi je trade toujours pas, hein. J'ai jamais tradé. Je considère que je suis mauvais en trade. Je trade pas. Mais ben, Bah, Tu vois, j'ai un bilan qui est toujours à 0% de trade. il faudra t'initier un jour là. En plus, tu passes dans le trading point, du coup, t'as deux bons traders et t'as moi aussi pour t'aider. Baptiste qui a l'air de se démerder pas mal quelquefois. Ah non, non, moi je suis comme David. Ah non, moi je suis comme David, je traite pas non Oh, plus. sois Moi pas je suis comme modeste. David. Attends, Moi, je suis. non, non, moi je suis comme David. Là où je dis qu'il faut acheter, ça tombe, et là où je dis que vend, ça remonte. Avec David, on est raccord là-dessus, ah c'est ben, très bien. fais une méthode de trading avec ça. Quand Voilà. tu penses que ça va acheter, tu vends et tu fais le contraire de ce que tu penses. Et ça gagne. Bah, après, c'est une stratégie. Si tu Ben, pars c'est déjà tout. avec ce cadre, Le truc, c'est que le hasard, il est toujours bon, quoi. Il est toujours contre moi, quoi. Tu sais, Ah ben, c'est quand je pense que je fais l'inverse. En fait, ah ben, je- tu peux faire le mar de café, c'est pas mal aussi. Et le mar de café, il paraît que c'est pas mal. Ou les étoiles, ou Madame Irma, Non, des trucs mais comme c'est ça. pour ça que tu vois, genre, les projets que j'ai suivis, je me suis assuré des équipes. Enfin, moi, tu vois, c'est du fondamental quand je vais dans un projet, c'est pas, il n'y a pas du tout d'analyse technique et de trading et de je revends à cet endroit, je suis les projets que j'accompagne et s'ils vont avancer techniquement et s'ils sont assez velus, ils vont très bien s'en sortir. tiens S'ils d'ailleurs, sont, s'ils sont excuse-moi. pas capables, ils tiendront Ah, pas. c'est quoi, tu as dit? Velu? Ouais, velus, poilus. Velu, c'est intéressant. J'aime bien ce parallèle, tu vois, c'est que tu sais, une belle petite start-up, là, bien épilée, toute propre, machin, avec le one-pager, mais où il n'y a rien dedans, et comparé à un truc, tu vois, où tu sens qu'il y a de la tech derrière, quoi. Ah bah c'est toujours ça, c'est le paraître ou c'est la techno qu'il y a derrière. Après, sur une entreprise ou une start-up qui a tout, c'est le feu, mais c'est malheureusement rarement le cas. Quand on regarde TRX, enfin Et l'entreprise, pop, 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 Alors, pop, pop, ils ont beaucoup de pop, pop, paraître. pop, 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 Ils pop. ont, eh, j'ai vu qu'on le dit, hein. On touche pas à TRX. J'ai vu qu'on dit que TRX, c'est de la merde. ah bah, c'est que du paraître, hein. BTT, c'est pire parce que c'est une blague du paraître en lui-même, mais enfin bref, c'est encore une autre question. Louise, est-ce que tu avais des news bien croustillantes pour nous? Je crois que tu as même des news mangouses. Hmm. Des news mangouses. Je sais Des pas, j'ai Mang entendu ça. News. Des mang news, voilà. Des mang news. Euh, alors non, on va commencer par les news non mangouses. On a l'État du Wyoming qui a publié un décret qui reconnaît les cryptoactifs comme un actif économique. Donc ça confirme une tendance qui a plutôt en ce moment depuis cette année sur les États des États-Unis qui publient des décrets Euh, sur les Qu'est-ce que ça impôts. veut dire économique? Est-ce qu'on parle de titre financier ou c'est encore une autre dénomination C'est avec... considéré tout simplement comme de l'argent, c'est-à-dire que ça peut être D'accord. utilisé donc, pour payer des gens en tant que transmission. Donc voilà, dans le cadre d'un marché ou d'un héritage, c'est considéré tout simplement comme de l'argent. Il y a les îles Marshall qui vont encore plus loin. Donc pour revenir un peu sur ce que sont les îles Marshall, ça représente à peu près 1200 îles dans le Pacifique et 70 000 habitants
qui va devenir donc le premier État à utiliser la crypto-monnaie comme monnaie nationale. En fait, ils vont faire leur propre crypto-monnaie. Et ce sera un actif physique cryptographique, c'est-à-dire que ça va être fait avec des cartes NFC. Donc là aussi, c'est une grande première, même si bon, le digital, c'est pas encore un état assez David, on connu. t'entend faire la vaisselle. Qui c'est qui fait la vaisselle là, qui fait... Chérie, chérie, va faire la vaisselle. Et Alors, c'est pas moi, hein, je précise. Je sais. Allez, on t'écoute du coup, Louise. Et donc, on a Telegram qui a communiqué sur le fait que 90% de leurs projets sur la crypto-monnaie avaient été réalisés. Donc, pour rappel, Telegram, la blockchain, c'était Ton et la crypto, c'était Gram. Et puis, sinon, il y a la DGE, donc la Direction Générale des Entreprises, donc en France, qui a lancé une enquête ouverte à tous sur l'écosystème blockchain. L'idée, c'est de cartographier et de mieux comprendre en fait ce que pensent finalement tous les entrepreneurs ou même les clients de régulation qui sont actuellement appliquées. Je posterai le questionnaire donc sur le Facebook du Trading Point. En fait, chacun peut y participer. Sinon, on a l'Iran qui est en train de négocier actuellement avec les représentants de 8 pays le fait de pouvoir utiliser les crypto-monnaies dans le but de contourner les sanctions américaines. Donc les 8 pays dont il s'agit, c'est la Suisse, l'Afrique du Sud, la France, l'Angleterre, Russie, Autriche, Allemagne et Bosnie. On est en train de tuer quelqu'un pendant ma C'est David qui meurt à la vaisselle, l'a tué. Voilà, ouais, c'était attaque de vaisselle. Bon. Et du coup, oui, tu disais? Ouais, je sais plus. Je me C'est perds, pas, c'était par rapport aux 8 pays qui pourraient utiliser, enfin, qui travaillent sur des accords pour utiliser la crypto. Parce que c'est vrai que c'est pas mal intéressant. Donc c'est pas le gouvernement iranien hein, qui a communiqué là-dessus, c'est l'organisation de promotion du commerce iranien, c'est quand même un organe officiel. Et puis donc c'est en cours de négociation, c'est-à-dire que c'est pas encore signé, on imagine bien qu'en fait ça va poser des problèmes de droit international. Donc voilà, c'est pas dit que ce soit signé, mais en tout cas les négociations sont quand même engagées et en cours, donc il pourrait y avoir la possibilité que cela arrive. Ouais, d'ici quelques mois, je pense, le temps que ça se fasse, mais Oui, ça prendra du temps. Sinon, Forbes Asia qui a fait un long article que je vais aussi poster sur le fait que Google prépare toute une stratégie pour intégrer la blockchain à ses services et à sa technologie en général. Donc ils ont engagé et débauché plusieurs experts sur le sujet et ils ont créé plusieurs projets sur lesquels ils ne communiquent pas trop pour le moment, mais qui a priori sont quand même assez prioritaires. Voilà ce que j'avais dans les news croustillantes. Sinon, il y a un gang de mangousses qui a été répertorié à Paris qui est en train de faire le bon déroulement de la Saint-Valentin. Ils ont de la chance. Voilà. Et d'ailleurs, on n'a pas de news avec la Saint-Valentin sur les cryptos, il n'y a rien qui va se faire. Enfin, il n'y a pas de truc, un Euh, petit mème ou un petit troll qui va arriver. si, il y a le Valentine Dodge. À mon avis, il y avait plein de gifs à faire avec l'ami du pétron en Chine et la crypto. Il doit forcément y avoir des liens. Et surtout, j'ai pas posé là-dessus. Ah, t'entends pas super bien. Est-ce que c'est moi qui ai un problème de connexion ou... Non, je crois que j'ai été Ah, censurée. ouais, voilà, ben, ça doit être ça. C'est TF1 qui est passé par là. Ça y est, c'est bon. Bref. Bah écoute, nickel. Il y a une question. Si jamais quelqu'un, on a entendu peut-être quelques échos. Bah, il y a à l'époque, donc on avait le pétro vénézuélien qui avait été créé de mémoire sous l'initiative de Maduro, qui en plus en faisait la promotion, était allé vendre. Alors je sais pas s'il y a eu un acte de vente qui a été fait ou pas, mais vendre du pétro à l'Inde, qui était du coup relativement proche du Venezuela pour, euh, pour cette avancée. Mais aujourd'hui que le président vénézuélien va sans doute se faire renverser, est-ce que le pétro au final qui était une de ses initiatives, est-ce que si vous en savez plus, même vous, nos auditeurs, si vous en savez plus, ce serait bien de nous renseigner ou de passer, pourquoi pas, dans l'émission avec nous pour
nous faire un petit débrief de la situation, mais voilà, petite question. Comme tu parles de ça, je me permets de préciser là ce que je disais sur les îles Marshall. En fait, la première, finalement, c'est pas tellement qu'ils fassent une crypto nationale, c'est que déjà ce soit physique sur une carte, mais c'est surtout que ça serait a priori reconnu par l'ensemble des pays, qui est pas un énorme enjeu en géopolitique, alors que par exemple le Venezuela ou l'Iran, ça l'est pour des raisons évidentes. Donc finalement, ils peuvent avoir une crypto-monnaie nationale, elle ne sera pas forcément reconnue par l'ensemble de la communauté internationale, et donc pas forcément pertinente. Mm, mm. Après, c'est un super moyen de contrôler, tu sais, l'argent des touristes. Parce que ça permet de créer des flux, tu vois, qui sont typiquement gérés par les gouvernements et pas, tu vois, qui passent par du cash, de la main en main et des services. Bah, forcément, quand on parle de crypto-monnaie, il y a les avantages de la certification, il y a une certaine trace, enfin, Ah bah, il y a une il y complète a- traçabilité. ouais, voilà, c'était, je voulais donner des bons arguments et ensuite les mauvais, mais au final, voilà, la traçabilité qui est complète. Aujourd'hui, enfin, on dit toujours que le Bitcoin est waouh, anonyme et tout, on peut pas savoir. Ben non, aujourd'hui, il n'y a rien de plus traçable et de plus organisé au final que le Bitcoin. Donc le Bitcoin est Après, non, juste mais il y a des pseudonyme. moyens, il y a des moyens de disparaître et de réapparaître. Mais Forcément. le principe n'est pas là. Le principe, il est que si tu fais une crypto-monnaie nationale, c'est pas pour que permettre à tous les Pékins de venir sur la crypto-monnaie, c'est de permettre aussi de booster ton touriste, etc. Et aussi de prendre ta part. Mm. Donc, Forcément. si c'est quelque chose de souverain, bah, ça servira à l'intérêt souverain et ça se comprend très bien. Mais c'est drôle, tu vois, ce genre de truc, parce que ça va booster demain, tu sais. Demain, il n'est pas dit que, tu vois, des Japonais qui viennent, bah, on leur donne une carte bleue française où ils dépensent leur argent en crypto-monnaie et ils sont tranquilles, mais toutes les taxes sont prélevées par l'État de façon quasi automatisée. Oh, bah, de toute façon, les Et là, taxes, l'État, on il est connaît bien. content. Voilà. Et là, l'État, il est content, tu vois. Il s'y retrouve. Bah, il y a plein de moyens de promotionner, enfin, même au final, c'est même pas subventionné, parce que au final, les billes vont être récupérées derrière. Mais enfin bref, c'est encore toute une polémique, toute une histoire. Je propose qu'on passe au grand débat de ce soir. Je pense qu'on va commencer par déjà, qu'est-ce qu'une ICO, qu'est-ce qu'une STO? Si tu peux nous expliquer tout ça, David, de façon simple pour poser les bases. Et après, on va parler de cette, bah, on en a parlé un petit peu tout à l'heure d'ailleurs, mais de cette pseudo nouvelle vague de STO qui va révolutionner le marché, une nouvelle vague boule pour toutes les startups qui vont venir, tout ça. Et après, on parlera du coup en fin d'émission du CES, savoir qu'est-ce qui s'est passé. Je sais qu'il y a eu Asher là-bas, si je pense que tu l'as croisé du coup. Ouais, Allez, on ouais, y go exactement. pour ICO, STO. Qu'est-ce que c'est? Écoutez, SEO, je pense que tout le monde connaît. Ici, ça a été la première, on va dire, dernière vague qu'on a vécue sur le milieu des crypto-monnaies, qui étaient les initial coin offering, qui était en fait, je crée un service, ou en tout cas, je l'annonce, et je vends des crédits dans ce service-là, qui est mon token. Donc, on a eu des bons services qui sont sortis, on en a eu des très mauvais aussi. Ça a créé toute cette dérive qui a créé un marché aussi énorme. Maintenant, c'est drôle parce qu'on fait un nettoyage et ça fait du bien. Des valeurs qui baissent comme ça, moi, je suis plutôt content parce que on gagne du temps. Technologiquement, si on veut que la blockchain avance, il faut surtout pas que l'espace soit rempli de projets qui n'ont ni queue ni tête, pas de sens, qui veulent uberiser la société encore. Il faut que ça avance même caché, quoi. Donc non, c'est cool. Et ça, c'était les utilities, c'était comme on a émis des crypto-monnaies, on va dire l'année dernière en quantité, l'année dernière. Les STO qui vont arriver bientôt, en fait, arrivent parce que le cadre légal est en train de se façonner pour permettre qu'elles arrivent. Elles ne pouvaient pas exister avant. C'est justement l'émission de tokens et tokens enfin, la définition propre d'un STO, c'est un token à rendement. Ça peut être une action de société, ça peut être un rendement simple, un dérivé, ça peut être toutes ces choses-là. Et c'était un peu plus compliqué en termes de régulation, mais maintenant c'est possible.
Donc tout le monde se dit que c'est plus stable les STO parce que justement là on est vraiment devant l'action papier un peu de boîte. On peut même rigoler avec des parcs d'actionnaires de STO, ce genre de choses. Il va falloir quand même cependant être prudent. Parce que de la même façon qu'on investit dans un service et qu'on regarde comment est le service, on investit aussi dans une société et il faut voir si la société est bonne. Et donc, enfin, moi, j'ai très peur de cette vague de Est-ce que, SEO. avant d'aller plus loin, des petits conseils pour pouvoir juger un peu de la société en question, des petites choses peut-être basiques qui te pourraient te sembler toi basiques, mais pour nos auditeurs qui pourraient peut-être les aider si justement une STO les intéresserait, quels seraient les critères de jugement à apporter? Écoute, pour l'instant, les STO qui sont en train de sortir, elles sont pas forcément hyper intéressantes parce que c'est des fonds d'investissement. Donc, c'est vraiment du produit très très classique. Moi, comme d'hab, quoi. Enfin, quand tu investis dans une entreprise, surtout à des niveaux technologiques comme ça précoces, faut vraiment connaître l'équipe, quoi. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Faut limite que tu aies parlé avec chacun d'entre eux et que tu aies eu un contact privilégié avec chacun d'entre eux. Sachant que tu vois, une ICO, c'est entre 500 et 700 investisseurs. Et, Donc, ils ont intérêt à parler. et si malheureusement on n'arrive pas à avoir ce contact, imaginons Et moi bah, tu vas pas. je... Bêtement, tu vas pas. Tu sais, c'est toi l'investisseur, hein, je te rappelle. Mhm. C'est pas toi qui as besoin d'eux, c'est eux qui ont besoin de toi. D'accord. Donc essayer d'avoir le maximum de contacts possible, en gros, Ah non, essayer non, mais si tu te fais prendre par la hype, Quentin, tu te fais baiser. À un moment, tu te fais baiser. Mhm. Si tu as l'impression que tu as absolument besoin d'eux, et bah, là, le rapport de force qui est la vérité, elle est totalement inversée. Bah, moi, je fais référence quand je suis arrivé, par exemple, tu sais, quand ça a commencé début 2017, où il y avait des grosses ICO, je me souviens à laquelle j'ai voulu participer, c'était BAT. C'était, je crois qu'ils avaient un cap à 50 millions ou même beaucoup plus. En 15 secondes, c'était fait. Est-ce que, voilà, comment j'aurais pu, quels auraient été mes indices justement pour sélectionner un petit peu, est-ce que, imaginons, on serait pas forcément en période de bull run, mais comment des petits indices, même sans les rencontrer, le, je trouve le projet intéressant, mais euh, comment je vais choisir, comment je vais me dire, bon, bah, je vais investir chez eux, bon, bah, je ne vais pas parce que, des petites choses comme ça. Non, mais c'est pas ça, c'est que tu sais, toutes les équipes maintenant sont ultra réactives sur Telegram et tout. Franchement, si tu voulais accéder à une vente privée ou un truc comme ça, de toute façon, la première étape, c'était de parler avec l'équipe. Donc, parler avec l'équipe ne peut que avoir du bon. Tu sais, quand tu connais un projet, hein, il faut aller parler avec l'équipe. Faut pas être timide, les mecs. Putain, vous n'êtes pas des clients, vous êtes des investisseurs, quoi. Tu sais quoi? Même Google, dans son round 1, il a offert une coupe de champagne à tous les mecs qui ont investi. Allô, David? Oui. Ah, ok. Ouais, t'as raison. Bah, je pense que c'est un bon conseil qu'on peut déjà en retirer. Je sais pas si parmi les auditeurs qui nous écoutent, enfin si vous avez accès à Discord, donnez-nous votre ressenti, ce que vous avez fait comme ICO à Ah, l'époque, moi, sur les STO, je ou suis STO, d'accord, mais pas bien d'accord sûr. avec David. Parce que pour moi, les risques sont identiques, quasiment, voire moindres. Je parle pas des. C'est un investissement, de toute façon, c'est toujours risqué, que ce soit en start-up ou peu importe où c'est. Mais les STO, c'est un vrai moyen qui va ramener les institutionnels. C'est des securities. Du coup, les hedge funds, les investisseurs traditionnels ont l'habitude de ces produits financiers. Et je pense que Phil, si tu es encore là, tu pourras me confirmer cette vue-là. Les actions, c'est basé sur des securities. L'action, c'est sur des dettes, des dividendes, c'est sur la participation, c'est sur des produits structurés auxquels on a l'habitude dans le monde capitalisme depuis plusieurs dizaines, voire depuis plus de 100 ans quand même. Ouais, ouais, oui, je suis plus ou moins d'accord. Disons que ce sera pas la même chose, mais ce sera un pont un peu entre les deux. Donc disons que ce sera une introduction plus en douceur que pour un institutionnel, sans déconner, hein, quand ils entendent parler des cryptos, parce que les mecs achètent ça à tout va pour revendre ça un peu plus cher, ils se disent oh putain, on va surtout pas mettre les pieds là-dedans. Ils vont attendre que ça s'écroule, et puis après, comme je vous ai dit, un institutionnel, il va acheter
des bouts de chaîne au cas où ça, mais je pense pas qu'ils soient encore réellement intéressés d'un vrai processus de financement purement crypto. Par contre, un entre les deux, ça me semble pas mal. Et Security Token, pourquoi pas? Après, moi, je ne prédis pas l'avenir non plus, mais je pense que ça intéressera plus les institutionnels. Maintenant, s'ils voient que les premiers STO, c'est des gugus qui font la même chose que ce qu'ils ont fait en créant des shitcoins à l'époque, tu peux être certain que ça les fera fuir. Ils recherchent quelque chose de stable et ils vont tous se regarder les uns les autres. Les plus agressifs vont peut-être tenter le coup en premier, mais s'ils voient que c'est n'importe quoi direct, c'est bien qu'ils iront pas. Voilà. Bah, il y a quand même une tendance vraiment de fond. Voilà, il faut vraiment aller l'étudier. Mais j'ai quand même l'impression qu'on a un glissement de la finance traditionnelle vers comment dire, une blockchainisation de cette finance. Voilà, je sais que ça se dit absolument pas, mais j'ai l'impression qu'on va Non, passer. moi j'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse. La finance, elle Ouais, est ouais, surtout en train de devenir ultra spéculative et c'est probablement l'effondrement de la spéculation exacerbée du marché qui poussera vers la crypto. Parce que la différence, si tu veux, en fait, le marché réel, tu sais pas ce qui se passe parce que tout est caché et tu apprends les choses qu'après. Quand les fonds publient leur relevé et des trucs comme ça, tu arrives à savoir après coup qui a fait quoi à peu près, hein, en sachant que tu accèdes derrière qu'à très peu de l'information réelle. Dans la crypto, ils pourront rien cacher. Ce qui fait qu'en fait, le problème, c'est qu'ils n'ont pas envie de ça. D'accord, le marché, dans son fonctionnement actuel, il n'a pas franchement envie que tout soit transparent, en tout cas que tout soit accessible. Donc, bah, évidemment qu'ils luttent un peu contre ça. Mais c'est un peu lutter contre je trouve ça un peu con comme raisonnement parce qu'effectivement, on fait quoi? Bah, du coup, on spécule toujours plus et bonjour, ça va merder, il faut être conscient de ça et ça risque de forcer l'avènement des blockchains sur le marché, c'est-à-dire d'arriver à un vrai marché basé sur une blockchain où on peut plus rien cacher. On saura qui détient quoi, quelle part, combien, qui en a acheté combien, qui en a vendu combien. Évidemment, ce sera toujours trop complexe. Si tu parles d'un marché à l'échelle mondiale sur de la blockchain, tu pourras jamais suivre toutes les transactions, mais ce sera possible. Tu vois ce que je veux dire? Et la simple possibilité, ça change beaucoup de choses. Bah, c'est pas pour ça qu'on parle d'un nouveau type de tiers de confiance qui au final n'en est pas réellement un, mais en est un en même temps. La blockchain aujourd'hui pourrait changer beaucoup de choses. Et la Oui, mais là, blockchain, on part sur des débats idéologiques. Moi, je te dis juste qu'effectivement, la perception que j'en ai du bah système de non, non, fonctionnement du alors marché y a aujourd'hui, il a aucune. plutôt tendance à ne pas vouloir s'orienter vers des systèmes plus transparents, entre guillemets, parce que ça fout en l'air la spéculation, hein. Faut pas se leurrer, quoi. Il n'y a pas forcément d'idéologie derrière ça. Ce que je veux dire justement, c'est euh, on a des gros problèmes aujourd'hui de transparence dans la finance, je dirais traditionnelle, que la blockchain pourrait potentiellement résoudre. Aujourd'hui, certes, personne veut y passer parce que bah, ça rendrait tout plus transparent, mais il y a un jour, il y aura bien, comme tu disais, un crack de la finance qui va faire que bah, ça va être forcé, quoi. Non, mais J'ai pas dit que Ça c'était pourrait, bien sûr. obligatoire. J'ai juste dit que c'était plus que probable que, comme c'est un système parabolique, c'est instable. Et toutes les instabilités, en général, finissent par s'effondrer brutalement. Donc, si tu veux, je spécule que ça va probablement se produire comme ça, mais quand? Déjà d'une, j'en sais rien. Et est-ce que ça va se produire? J'en sais rien non plus, hein. par contre, Voilà. les gars, juste, on parlait d'investissement dans les startups en investit au STO. Et là, je Oui, rejoins c'est par vrai. contre Quentin. Ou là, non, mais Oui. là, j'ai des chiffres sous les yeux, j'ai cherché, je les ai trouvés. Il faut savoir qu'au Q1 2018, les Seed et Angel Ventures ont levé 2000 millions de dollars. D'accord? Ouais. Les ICO, donc ça comprend Token Security ou Utility, ont levé de plus de 6000 millions, donc 3 fois plus. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, Millions, tu parles de milliards, c'est ça? non, mais 6000 millions, ça fait 6 milliards. Oui, effectivement. Donc voilà. Donc les ICO et STO lèvent plus qu'aujourd'hui les fonds d'investissement, enfin du moins les angels et les VC. Donc quand tu as parlé de blockchainisation des investissements, oui. Là, on parle pas de volatilité, on parle pas de liquidité, on parle d'investissement. Oui, STO, effectivement, ICO. quand on parle d'investissement, oui. Le problème, là, on avait un peu élargi le débat sur la structure globale du marché. Mais Voilà. effectivement, ouais, dans ce cas-là, tu as raison. Et l'avantage des ICO et des STO, attends David, excuse-moi, c'est qu'une STO, tu peux investir à partir de, je veux dire, des poussières, tu vas investir entre 5 et 10 euros. C'est pas facile sur le marché traditionnel d'investir 5 euros dans Google ou dans Apple. Demain, ce sera possible via des STO ou des ICO. C'est ça aussi Ah, l'avantage de tout attends, ça. attends. Tu parles déjà d'investir sur Google, tu parles de trucs qui ont été investis à la base il y a très longtemps et au début,
quand tu fais une IPO, d'accord, tu as rarement une IPO qui débarque à 70 $. Hein. Ça commence toujours assez bas en général, une action, et tu peux t'en offrir pour Attends, quelques non, non, bifetons. Hein. je te parle pas du prix de l'action, je te parle du montant minimum pour investir. Non, ben, lui, tu peux acheter une action. Il part en seed. Merci David. Oui, c'est surtout ça. Je parlais en seed et en série A, série B. Je veux dire, Euh, dans les qu'est- premières étapes. Qu'est-ce que Ok, tu appelles ok, seed? d'accord. Autant pour moi. Qu'est-ce que tu appelles seed? Le tout premier investissement de base? Oui, C'est oui, ça. avant même Terra. D'accord, c'était juste. C'est un peu l'historique de l'investissement startup. T'as le seed avec l'equity, série A, série B, puis etc. jusqu'à où ils veulent aller en fait. C'est un peu comme sous dans les SEO. C'est les private pre-sales, public pre-sale, pre-sale, enfin, etc., quoi. Jusqu'à la sale publique et la SEO sale, quoi. Donc en fait, il y a plusieurs étapes d'investissement avec des bonus et des tickets à mettre différents aussi. David, tu confirmes cette dire-là? T'es de cet avis-là? Toi qui es aussi beaucoup Non, je suis pas de dans. cet avis-là, mais je confirme ce que les chiffres que tu as dit, ils sont vrais, mais bon, c'est occulté que derrière, tu vois, le mouvement, il s'est vite interrompu. C'est-à-dire que Q1 2018, la photo, elle est vachement avantageuse sur les cryptos, sauf que c'est pas resté. Justement, au contraire, à Q3 2018, les mêmes chiffres, ils étaient impressionnamment de l'autre côté. C'était 90% d'investissement en startup et 10% d'investissement en crypto. Donc ça a été, Ah non, mais David, je te parle pas de ça, je te parle de la part de marché je des sais, startups. je sais. Et ce que je te dis, c'est que ça a été réinversé 2 semaines, enfin 2 trimestres après. Donc, tu vois, pour moi, c'est juste le seul moment où les cryptos ont levé plus d'argent que les startups. Mais ça n'a pas tenu parce que justement, les concepts étaient trop Alors, faibles. de- Les plus. investissements étaient. Attends, laisse-moi finir sur Excuse-moi, David. ce point. Les concepts qui étaient lancés étaient des fois faiblards. Et en plus, les mecs qui investissaient n'avaient aucune connaissance, des fois ne lisaient même pas le white paper. C'était un cataclysme annoncé. Ah ouais, c'est clair, non, mais on est d'accord là-dessus que dans tous les cas, les ICO se sont cassés la gueule. Moi, là, j'ai encore deux trois chiffres que je récupère sous un temps. On est passé d'ICO entre Q1 2018 à 4000 ICO à Q3 2018 à 400 ICO. Euh, Mais tant mieux, hein, parce que c'était en train de devenir un. C'était n'importe quoi. C'était Après, n'importe quoi. malgré tout, je pense qu'on peut y voir du n'importe quoi, vous avez totalement raison, mais on peut voir peut-être un espoir, enfin, encore un peu trop idéaliste sur les bords. Faudrait qu'un jour ça, je pense que ça me passera. Il y a des très beaux Mais projets qui vont rester et qui vont survivre et qui vont très bien se placer pour les prochaines vagues crypto, tu vois, et qui sont sortis de ce phénomène. Ce qui est très drôle, c'est la concentration de bons projets en France. On n'est pas comme en Asie où du scam asiatique, il y en a pelleté. quoi, on a dit Néo? TRX? Oh, joli. Je n'entends pas, ça coupe. Allô. C'est des Chinois qui viennent de défoncer ma porte. Euh, Ce bruit-là. Mais tu vois, je veux dire, il y a des projets qui vont survivre à ça, qui auront eu plus de difficultés à sortir leur projet, mais qui de toute façon avaient les bras techno pour le faire. Et donc, c'était une bonne raison d'investir en eux. Mais il y en a beaucoup moins que les 4000 ICO annoncés, quoi. Moi, je te le donne en mille. Si on a 50 si on a 50 startups qui survivent à ça bien, et ben c'est très joli. Bah, malheureusement, c'est ce qui arrivera, quoi. Enfin, mais bon, je pense que du coup, ce que je vais essayer de dire tout à l'heure, c'est que, alors, comme l'a dit Baptiste, on a levé, c'était du coup Q1 2018, on a réussi à lever plus que les startups. Alors, comme tu l'as souligné aussi, forcément, David, les startups en question, bah, enfin, voilà, personne ne regardait trop où on plaçait son argent. Les startups en question étaient pas ouf, les projets étaient des fois vraiment trop démesuré par rapport à ce qui pouvait se faire, mais on a eu un aperçu de ce que ça pouvait devenir. Parce que le financement de start-up ou le financement juste de petites entreprises, ça se fait depuis des dizaines, des centaines, j'ai envie de dire même des milliers d'années pour aller vraiment dans l'extrême, alors que
le système de financement participatif auprès de tout le monde, on pouvait même juste mettre 1 euro symbolique. Bon, bien sûr, j'exagère un peu là aussi encore dessus, mais il y a quand même il y a quelque chose qui en est ressorti. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Euh, Tout le monde peut investir et pas seulement. Alors, je vais donner le terme d'élite, même si c'est pas forcément vraiment approprié non plus, mais tout le monde peut investir. Et on sort de ce modèle sur lequel on est depuis déjà très longtemps, où seules quelques personnes peuvent potentiellement investir dans un projet qu'ils croient. Il y a une sorte de répartition qui se fait. Après, dites-moi si j'ai tort, hein, ou je suis peut-être vraiment trop idéaliste et je me Bah, voile la non, face, non, mais non, c'est l'accès. Après, moi, c'est un peu le problème que j'ai avec les STO. Pour moi, les ICO, c'était très bien. Dans le fond, le modèle des ICO est respectable. Mais comme l'a souligné David, il y a eu beaucoup de scams. Beaucoup de gens faisaient la course à récupérer des fonds pour des projets qui n'en valaient pas la peine. Et par contre, c'est accessible au public. Tout le monde pouvait y participer. Le problème avec les STO, c'est que j'ai l'impression que tout se passe en amont. Les allocations se remplissent très vite. On entend moins parler des STO dans le grand public sur les réseaux. Et j'ai l'impression que ce sera, même si c'est annoncé comme ouvert au public pour très peu, j'ai peur que ce soit réservé comme à une élite et que ça retourne comme des actions, que les meilleures parts du gâteau soient réservées aux personnes qui ont le plus de portefeuille et ceux qui sont déjà habitués dans ces milieux-là. c'est ce qui se Oui, fait mais déjà aujourd'hui, malheureusement. ça s'appelle la vie, hein, malheureusement. Enfin, Oui, malheureusement. bien sûr. Mais la blockchain n'a pas cette vocation-là de base. Tu vois, les STO, tout le monde serait content si, bon, sauf les personnes qui investissent, je pense, mais tout le monde serait content de pouvoir inviter tout le monde à investir dans sa startup. Il y a plus de Attends, potentiels clients, de potentiels investisseurs. la blockchain, je m'en revendique ni l'esprit ni le machin, tu vois ce que je veux dire? La blockchain, elle fera ce qu'elle veut. Ce qui est important, c'est, tu vois, qu'est-ce que ça va permettre? Ça permettra une meilleure liquidité, une automatisation d'actions qui sont complexes et qui demandent normalement des grèves, des choses comme ça. Donc c'est intéressant dans ce point-là. Faut pas lui en donner plus que ça, parce que si vous commencez à la fantasmer, la STO, justement, justement, la plupart des STO qui seront ouverts aux tout venants seront des mauvais projets, hein. C'est dramatique à dire, mais ça fait vraiment mal au cœur en fait, mais c'est même déjà ce qui se fait aujourd'hui en ICO. À l'heure actuelle, les grosses ICO qu'on a eues dans le temps sont passées. Certaines ICO françaises intéressantes, ouvertes à tout le monde, c'est passé aussi malheureusement, c'était il y a déjà quelques mois. Et on assiste de plus en plus en fait, soit c'est ouvert à tout le monde, mais c'est un petit peu de la merde. J'ai une petite expérience pour pouvoir juger. Des fois, j'en vois passer. Enfin, c'est plus drôle qu'autre chose. Et malheureusement, bah, je crois que c'est, je sais plus, c'était avec toi à l'époque où Baptiste, j'en discutais. Il fallait un ticket d'entrée de, je crois que c'était 10 000 pour une SEO en question. Je me souviens plus laquelle c'était. Je crois que j'en ai discuté avec toi il y a déjà quelques mois, David. Ouais, je m'en rappelle plus. J'arrive pas à Non, remettre un nom dessus. Je sais plus si non, c'était 10 000 ou 100 000. Telegram dont on en a parlé, c'était pas du tout une ICO ouverte, hein. Ils ont fait qu'une pre-sales et c'est tout, quoi. Je sais pas si c'était peut-être. Ouais, enfin, aujourd'hui, toutes les potentielles bonnes ICO sont malheureusement fermées. C'était 250 000 tickets d'entrée de Oui, donc Telegram. c'est pas accessible à tous. Ben, je pense qu'on peut refermer cette parenthèse. On pourrait revenir peut-être plus tard. Est-ce que tu nous, avant de finir l'émission, un petit point sur le CES, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu y as vu, et puis comment c'était, enfin juste le CES quoi, Bah, écoute, 2019 et tout. première fois, moi, pour mon CES, j'y étais allé parce que j'en ai trouvé l'opportunité et que je m'étais dit que ça allait être bien d'aller voir un peu l'écho. J'avais pas forcément de velléité commerciale, tu vois, j'avais pas forcément un mec à avoir en tête, tout ça, donc c'est cool parce que ça m'a permis de passer pas mal de temps dedans. C'est bon, Las Vegas, déjà, Las Vegas, faut y aller une fois dans sa vie pour voir ce que c'est quand même assez drôle. Le CES après, très 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 grand, quoi. Très très grand, t'as l'impression que le parc des expositions c'est une ville. Donc tu as le main event où tu as tous les gros players style Sony, Nikon, LG, Samsung, Huawei.
tous les gros gars, Google, tout ça qui montrent un peu leur innovation produit en termes d'électronique, en termes de software, en termes de tout. Donc c'est assez intéressant. Tu as en même temps un gros panel de mecs qui vendent des pièces électroniques et tout. Donc pour prototyper, ce serait con de pas y aller, tu vois. Quand t'es dans l'innovation et que tu veux mettre un peu les mains dedans, c'est bien d'aller au CES pour voir un peu tout ce qui se fait. D'un côté, et tu as l'Eureka Park de l'autre côté qui est plus dans le centre-ville, où là c'est plus des startups. Et clairement, la French Tech avait bien investi les lieux, enfin, belle représentation française, de beaux projets. Alors certains vont dire qu'on est arrivé en quantité, mais pas en qualité, etc. et tout. Il y avait des beaux trucs. Non, il y avait quand même des beaux trucs. Donc pour moi, l'objectif est réussi. Qu'est-ce qu'on a pu y voir en termes de blockchain? C'est déjà que ben on parlait de la blockchain et même dans le stand d'IBM où tu vois ils sortaient le système Q1, l'ordinateur quantique, tu avais un énorme panel de 3 sur 4 sur la blockchain. Donc vous inquiétez pas, hein, ils n'ont pas sorti un ordi quantique pour défoncer Hyperledger 3 mois après. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Pas mal de petits. Non. Non, je suis pas allé sur le stand de Tron. Je savais même pas où ils étaient, je t'avouerai. Quelle horreur. Mais quelle horreur. Je suis passé voir des stands un peu plus modestes. De toute façon, Tron, ça allait être de la grosse perte de temps quand même. Mais non, je suis allé voir plutôt les stands soit des petites boîtes, soit des gros mastodontes techno. Huawei en tête, tu vois, les LG, les Sony, les machins comme ça, les boules, des trucs comme ça. Et plus après, ben, plus les Français, parce que quand même, j'étais venu pour voir un peu comment on se débrouillait par rapport aux autres. Donc c'est drôle parce que j'ai fait la connaissance du directeur du CES dans les allées. Le genre de truc qui t'arrive pas souvent quand même. Moi, ça m'arrive pas souvent quand je vais dans un salon de genre prendre le directeur entre quatre yeux à chaque coup. Donc c'est une terre d'opportunités pour ceux qui savent bien les utiliser. Ça reste le CES, c'est l'un des plus gros rassemblements. C'est comme si je disais Paris Games Week au final. Euh, Ouais, le 3 ouais, Comparé. le 3 plutôt. Oui, Paris Games C'est Week en toujours France. pareil. Paris Ça Games devient Week en ah, France, hein. Ouais, voilà. Sinon, c'est forcément le 3. Je te l'accorde. Mais quoique, non, il y a la Gamescom aussi. Ouais. Bah, voilà, non, non, il y typiquement a le français 3. du moins. Il y a le 3, il y a le 3, hein. Non, mais c'est comme si tu parlais sur l'agriculture, quoi. Ça se compare pas. Le CES, c'est unique, c'est énorme, quoi. C'est gigantesque, si tu veux. C'est comme la DEFCON quand t'es développeur. C'est des événements incroyables. Ouais, il y a le MWC de Barcelone. Je vais peut-être y aller, mais c'est pas sûr. Et en représentation du coup blockchain française, qui est-ce qu'il y avait là-bas? Je suppose qu'il y avait, enfin, je crois que j'ai pu voir aussi, il y avait Asher, et je crois que j'ai vu une photo où tu étais avec, il me semble, hein, je sais plus si c'était Ouais, toi. ouais. Ouais, Et du coup, je sais qu'il y a eu Asher, mais il y a eu qui d'autres représentants français là-bas? Il y Ah, avait Thomas, il y avait il y avait Thomas BC Réveillon Diploma. aussi. Ah bon? Ah bah Ouais, tiens, Thomas était avec la délégation française. Jean-Michel Miss et tout. Bon, moi je passe pas trop de temps avec eux parce que je considère que c'est un peu une perte de temps, mais c'est que mon opinion. c'est J'aime bien personnel. mais je troll un peu les politiques parce que bon, voilà. Vous irez voir sur LinkedIn le post que j'ai fait en réponse à Bruno Le Maire. Ça vous fera marrer. Ah, Mais, sinon, il y avait BC Diploma aussi qui était là, et ça mhm. c'est cool de les voir parce que eux ont un produit prêt et eux vont faire un carton, hein, c'est annoncé, hein. Bah, je vais voir pour les faire revenir ici parce que bon, on les a vus il y a déjà quelques mois, ils étaient presque. Bah, je crois que c'était toi qui me les avais amenés d'ailleurs, David, si je me souviens bien. Ils étaient Ouais, presque j'espère. au bout de finir leurs produits, enfin quelques petits détails et là, Bah là c'est fini. Tu vois, les détails étant passés, fini le produit, donc là ils sont en train de l'implanter et pas dans des petites écoles. Et écoute, on va voir si on peut leur ouvrir d'autres écoles par d'autres biais. Moi je les aiderai quoi qu'il arrive. ah, c'est Euh, des initiatives géniales. ouais. Je tiens à dire que je suis pas payé par eux, hein. Ceci n'est pas un placement commercial. Ouais, mais c'est diplômé.
Diploma, justement, c'est peut-être l'un des seuls qui sont pas mes clients, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre en termes de team française? Il n'y avait pas tant de Français sur la blockchain que ça, autre que Asher et BC Diploma. Il y avait d'autres projets un peu blockchain. Bon, il y en avait des pour Ave, mais il n'y avait pas d'ICO. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire on a passé une vague où je pense qu'on va pas réentendre parler des ICO avant un bon petit moment. En tout cas, il y aura que les plus hypés. Mm. Tu vois, BTT. Oui, enfin, plus hypé, j'ai envie de dire BTT, c'est hypé, mais c'est juste, pour rester poli, inutile. Ah, voilà. Ouais, c'est une coquille vide. Mais voilà. Mais donc, en fait, on passe. Non, ce qui est impressionnant, c'est mine de rien, tu sais, Asher, sur un CES, il t'étonne parce que en attendant, lui, tu vois, il a une offre claire, un produit clair. Il y a des startups qui sont pas dans la blockchain, qui sont même pas capables de réunir ça. Donc, il a fait un petit carton et bravo à lui. Mais sinon, tu vois, ce qui est intéressant quand tu es au CES, c'est ce que tu en fais. C'est-à-dire qu'avoir un stand d'expo, c'est cool, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est tu Le vois, d'avoir les contenu. rendez-vous avec les personnes qui sont là-bas, qui sont accessibles à ce moment-là, que tu peux pas avoir autrement que Mhm. de cette façon-là. Et c'est là-dessus que tu vois, on attend la mission française l'année prochaine et qu'on essayera, tu vois, justement de faire en sorte que les Français aient plus ces occasions-là, tu vois, avoir une suite dédiée pour pouvoir prendre ce genre de rendez-vous, même Mm. avoir, tu vois, un peu de coaching là-dessus parce que les mecs osent pas y aller. Bah, Tu sais, c'est la cour des grands, forcément. Puis bon, t'es aux États-Unis, c'est le CES, hein, waouh! Je pense que ça doit faire peur. Enfin, moi, je sais que j'y serais, ce serait un petit peu tendu. Eh ben, écoute, quelque chose à rajouter avant la fin de l'émission, David? non, non, soyez prudents sur la vague des STO. On reste sur les mêmes basiques, hein. Si vous lisez pas le white paper du projet dans lequel vous investissez, vous avez quasi 100% de chance de faire une connerie. En gros, jouer à la roulette, ce sera plus facile. Et au moins, vous n'aurez pas la patience d'attendre les gains. Mais voilà, et sinon, on est en train quand même d'avoir des use cases qui sont très intéressants, qui sont en train de sortir dans la blockchain. Il faut juste lui donner le bon temps et il ne faut pas la prendre pour ce qu'elle n'est pas. Les use cases, on en parlait tout à l'heure. Bah, je pense que du coup, on pourra en parler un petit peu plus une des fois suivantes. Eh ben, écoute, merci d'être venu, David. C'était pas mal ce petit Merci. point sur les STO, tout ça. Bah, merci à toute l'équipe, comme d'habitude. Merci aux auditeurs qui sont avec nous. Et puis n'oubliez pas, bah, du coup, on a un groupe Facebook, hein, le Trading Point, notre chaîne YouTube. La rediffusion devrait être disponible soit mardi dans la journée ou mercredi au plus tard. La semaine prochaine, normalement, on accueillera donc déjà pour l'instant de sûr Thomas Léger. Donc on fera un petit point avec la blockchain Vallée de Vitel. On a plein de choses à dire. Apparemment, ça avance pas mal, que ce soit l'incubateur, les projets du Grand Est. Enfin, ça c'est génial. Bah écoutez, à lundi prochain, 21h, et merci à tous. Salut Merci les à toi. Ciao, crypto-bengos. ciao. Bonne nuit. Bye bye.